En cette période des Jeux Olympiques, où s'ouvrent toutes les formes de compétition sportive régulière entre les hommes, sur fond de tolérance, et dont la flamme symbolise la diffusion, à la fois verticale et horizontale, des valeurs d'amitié, de respect et d'excellence. Permettez-moi de profiter d'un contexte aussi apaisé et plein d'espoir pour vous souhaiter, mesdames et messieurs, distinguées personnalités, une cordiale bienvenue à cette cérémonie qui inaugure la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental de la République centrafricaine de l'année 2024. Après une élection législative anticipée, ayant provoqué une véritable implosion politique imprévue qui expose la France à une instabilité institutionnelle d'ici à 2025 et même au-delà, les Jeux olympiques sont en train de révéler leur vertu unificatrice. Une cérémonie d'ouverture bien réussie et quelques médailles d'or en quelques jours ont suffi à faire renaître dans le cœur des Français, toutes tendances confondues, le sentiment d'appartenir à une grande nation et d'oublier la crise le temps d'un instant. Le sport unit les peuples, dit-on. Il faut espérer qu'au sortir de ces Jeux olympiques, le peuple français, tel le phénix, renaisse de ses cendres. Comme le disent les Chinois, crise et opportunité, c'est le même hiéroglyphe. Mesdames et messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis et associations politiques, Messieurs les représentants du patronat centrafricain, Messieurs les secrétaires généraux des centrales syndicales, Mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et messieurs les membres du bureau et des sections du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et messieurs les membres du cabinet du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et messieurs les membres du cabinet du ministère chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, respectables conseillers, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, depuis bientôt 7 ans, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, je ne cesse de rappeler une évidence qui ne l'est pas toujours pour tout le monde. Oui, mesdames et messieurs, le monde bouge, le monde change. Ces changements sont en train de s'opérer avec nous, dans certains cas sans nous, et parfois même contre nous. Ils sont le fait de processus globaux, mondiaux, dont il est difficile de s'y soustraire, mais dont il est pourtant possible d'en comprendre les aspérités afin de mieux accompagner nos destinées communes.
La première précaution épistémologique à observer pour comprendre et accompagner une dynamique de changement, c'est d'abord et surtout de se garder de penser de manière ancienne. On ne peut pas penser et comprendre le changement à partir d'un schéma mental déjà devenu caduc. De même, on ne peut accéder à l'intelligibilité d'une dynamique de changement lorsqu'on est pris au piège de nos certitudes éternelles et rideaux de fer idéologiques. Ces préalables ont servi d'arme aux actions du Conseil économique, social et environnemental de notre pays au cours de ces 2 dernières mandatures. Nous sommes sûrs de n'avoir pas tort de penser qu'une institution n'est pas simplement une architecture opérationnelle créée par la Constitution et structurée par une loi organique. Elle doit être dotée d'une âme qui lui confère une légitimité subliminale, atemporelle, qui disqualifie tout débat factuel consistant à convoquer en permanence son utilité. Enfin, une institution a grand mérite à être animée et gouvernée par des hommes et des femmes ayant un grand amour pour la patrie, la défense de l'intérêt général, un sens élevé du compromis républicain, le sens de l'audace et bien évidemment une vision en vue de préserver les intérêts des générations présentes et futures. Outre les prescriptions constitutionnelles, l'impliquant dans la chaîne de production de la légalité entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental s'est résolument engagé aux côtés d'autres institutions à jouer le rôle d'une institution d'étude et de prospective susceptible de préparer notre pays à mieux affronter les multiformes défis d'un village planétaire en pleine mutation, contradictions et conflits géopolitiques ou géostratégiques. L'indéniable maturité de notre peuple, provoquée et consolidée par les enseignements tirés des multiples crises qui ont été imposées et qui nous ont été imposées et dont nous sommes désormais conscients, adossée à une véritable paix des braves entre nous, constitue, j'en suis convaincu, le dernier piédestal pour le relèvement définitif et un développement économique et social durable de notre riche et beau pays en partage. Les 3 récentes bonnes nouvelles, à savoir la levée par le Conseil de sécurité de l'embargo sur les armes en faveur de notre armée d'une part, la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international d'autre part, ainsi que la tenue prochaine des élections municipales et régionales, nous donnent des raisons d'entrevoir avec optimisme l'avenir de notre pays, au moins sur le court et moyen terme. En effet, l'embargo imposé à notre pays en 2013 par la résolution 2127 du Conseil de sécurité, modifiée et reconduite à la grande déception du peuple centrafricain en 2023 par la résolution 2693, est apparu au peuple centrafricain comme l'une des options géostratégiques de pérennisation de la crise militaro-politique, en ce qu'il a privé l'armée nationale de moyens conséquents de défense de notre territoire ainsi que nos institutions, alors que dans le même temps, les groupes armés non conventionnels, bien équipés en toute illégalité,
disposaient d'une capacité d'influence et de nuisance leur ayant permis de contrôler entre 2013 et 2019 près de 80% du territoire national. Cette décision historique crée désormais les conditions d'une plus grande efficacité des actions concertées de nos forces de défense et de sécurité et leurs alliés en vue du rétablissement définitif de la paix dans notre pays et pourquoi pas contribuer comme par le passé à soutenir la paix partout en Afrique. À l'occasion de cette session, le Conseil économique, social et environnemental, à l'instar d'autres institutions de la République, n'a cessé de dénoncer le caractère injuste de cet embargo et réclamer sa levée. Très chers collègues conseillers, je nous félicite d'avoir été aux côtés du gouvernement de la République et de l'Assemblée nationale, co-acteurs de ce noble combat. Résultant du succès de notre diplomatie, conduite par Mme Sylvie Baïpo-Témo, sous le leadership de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, cette levée totale de l'embargo est l'expression de la reconquête progressive des différents leviers de notre souveraineté, jadis mise à mal, conformément aux légitimes ambitions de la Constitution de la 7e République. C'est aussi la preuve par l'exemple que les combats justes ne sont jamais vains. Plus que jamais, nonobstant nos divergences d'opinion, c'est autour de ce type d'enjeux que doivent s'exprimer avec force et fierté notre élan patriotique et surtout notre unité. Premier terme du triptyque de notre devise. Unité, dignité, travail. C'est également l'occasion pour l'ensemble de la communauté nationale de renouveler sa confiance aux institutions de la République en vue d'autres reconquêtes, car il n'y aura jamais de démocratie ni de développement sans État ni peuple souverain. Dans le même temps, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a finalisé le 1er juillet 2024 à Washington la deuxième revue de l'accord en faveur de la République centrafricaine au titre de la facilité élargie de crédit pour un montant total d'environ 197 millions de dollars. Cet achèvement permet un décaissement immédiat d'environ 25 millions de dollars. Cette performance est à féliciter. Elle vient confirmer les efforts préalablement constatés et encouragés dans les rapports successifs de la Banque des États de l'Afrique centrale sur la conjoncture économique à fin décembre 2023 et fin avril 2024, qui établissent que l'économie centrafricaine a connu une légère amélioration en 2023 en relation essentiellement avec la stabilité de la situation sécuritaire dans l'arrière-pays, la conclusion d'un accord avec le Fonds monétaire international appuyé par une facilité élargie de crédit, la reprise des financements extérieurs par les partenaires techniques et financiers. Selon les projections de la BEAC pour l'année 2023, la situation macroéconomique de la République centrafricaine a été marquée par une légère augmentation de la croissance du PIB réel à 0,8% contre 0,5% en 2022. Une détente des pressions inflationnistes avec un taux d'inflation qui s'est établi à 3% à fin décembre 2023 en moyenne annuelle contre 5,6% un an plus tôt. Un recul du déficit budgétaire, base engagement hors don,
à 9,8% du PIB, contre 10,3% du PIB en 2022. Une réduction du déficit des transactions courantes à 7,1% du PIB en 2023, contre 10,4% du PIB une année auparavant. Une projection de la masse monétaire de 8% en 2023 contre 2,1% en 2022 en liaison avec ses contreparties. Les projections optimistes pour 2024 étaient adossées à la consolidation de la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, la reprise des appuis budgétaires et la poursuite des réformes structurelles dans le cadre du programme économique et financier appuyé par la facilité élargie de crédit. Afin d'optimiser le potentiel de l'économie centrafricaine, 8 recommandations ont été faites aux autorités centrafricaines, dont certaines ont été régulièrement exécutées et ont favorisé la conclusion de l'accord du 1er juillet 2024 avec le Fonds monétaire international. Ces performances appellent de la part du Parlement de la société civile organisée que nous constituons les observations suivantes. Premièrement, de mémoire de Centrafrique, nous faisons observer qu'au cours des 25 dernières années, sauf quelques rares cas, chaque fois que le Fonds monétaire international est en passe de conclure un accord avec le gouvernement centrafricain, des événements imprévus ou de nouvelles conditionnalités surviennent de nulle part et servent de prétexte pour différer les décaissements attendus et entraîner des tensions sociales après les lourds sacrifices consentis par le peuple pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes. Nous formons solennellement le vœu que cette fois-ci, le programme convenu avec le Fonds monétaire international entre le Fonds monétaire international et le gouvernement centrafricain s'émancipe de toute nouvelle contingence. Nous concédons que la signature d'un accord avec le Fonds monétaire international, nonobstant son appui financier direct, a la particularité de constituer un fonds catalytique dont le but est de faire appel à d'autres fonds auprès d'autres bailleurs. Nous formons le vœu que cette fois-ci, les différents guichets passent au vert et que les procédures et modalités de mise à disposition des fonds soient allégées en cours et des réformes structurelles de l'économie mondiale en perspective. 4. Le processus d'élaboration de notre plan national de développement en cours doit également être l'occasion de repenser notre modèle de développement, de reconvoquer l'ancrage très libéral de notre économie en même temps qu'il constituera le cadre stratégique global d'intervention des parties prenantes, favorisant l'alignement des efforts vers des objectifs communs et la redevabilité. S'agissant des élections locales et régionales, nos compatriotes, encadrés par les formations politiques, s'émanciperont de la politique politicienne, je l'espère, pour se préoccuper véritablement du développement de leur commune et de leur région, afin qu'aucun prétexte ne vienne justifier le manque d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures routières dans une région. La capitale ne sera plus confondue à l'État. Bangui ne sera plus, à tort ou à raison, indexé comme responsable du retard de développement de telle ou telle région. Dans ce contexte, le rôle constitutionnel dévolu aux partis politiques d'animer la vie politique et de promouvoir l'engagement patriotique des citoyens trouvera désormais son terreau d'exécution. C'est pourquoi je saisis solennellement cette occasion pour saluer la présence de plusieurs leaders politiques
parmi nous pour lancer un appel en faveur d'une plus grande mobilisation de nos compatriotes et surtout des jeunes et des femmes en vue de la réussite des prochaines élections municipales et régionales qui n'ont pu se tenir depuis plusieurs décennies et qui constituent en vérité une carence démocratique. J'encourage mes collègues, présidents de l'ANE, du Conseil constitutionnel et du Haut Conseil de la communication, ainsi que leurs collaborateurs, impliqués dans ce processus, à le conduire avec patriotisme. Oui, chers compatriotes, la pratique politique doit changer et va changer dans notre pays. Nos récriminations habituelles, les uns contre les autres, les contestations institutionnelles, qui sont des défiances chrysogènes, doivent faire place à l'imagination fertile, à l'union nationale, à la solidarité agissante en vue de la priorisation des intérêts supérieurs du peuple et de la nation, pour lesquels et au nom desquels nous avons fait le choix de l'engagement, fût-il politique ou dans la société civile. Notre peuple, désormais mature et responsable, attend de sa classe politique une grande humilité et un peu d'élégance dans les critiques politiques partisanes d'une part et d'autre part des actions concrètes contre la cherté de la vie, la haine, la division, l'intolérance, l'insécurité, la corruption, mais également des actions en faveur de l'unité nationale, du retour définitif de la paix, la protection de l'environnement et le développement économique et social de notre pays, très en retard comparé à d'autres dans la sous-région. Ces efforts et actions imposent des prédispositions individuelles et collectives et non le seul fait des gouvernants. Le modèle démocratique qui nous a longtemps inspirés dans notre pays nous apprend ces jours-ci qu'il n'existe pas de modèle démocratique parfait, exempté d'aspérité. Il nous enseigne par ailleurs qu'une république mature a plus à gagner dans la recherche permanente d'un compromis entre les acteurs politiques qu'à s'enfermer dans des dogmatismes et irrédentismes qui affaiblissent toute la nation. Plusieurs événements vécus dans un passé récent, dans notre pays, notre sous-région et à l'international, nous encouragent, peuple et dirigeants de Centrafrique, à persévérer dans le dialogue, à promouvoir la paix et l'unité, gage d'un développement harmonieux et durable. Les appels constants du président de la République à l'Union nationale, à la mobilisation des énergies créatrices de notre pays en vue de son sursaut sont plus que jamais d'actualité. Faut-il le rappeler, derrière des dirigeants divisés survivent souvent et même toujours un peuple et une nation affaiblis. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, chers compatriotes, notre appel à plus de patriotisme et de solidarité agissante résulte du profil institutionnel du Conseil économique et social qui fait de lui ce lieu neutre du débat républicain, affranchi de toute forme de dogmatisme et favorable aux réflexions sur le long terme, c'est-à-dire la pensée du futur, afin de fournir au gouvernement, à l'Assemblée nationale ainsi qu'aux autres institutions de la République des outils d'aide à la compréhension des enjeux du monde actuel, mais également des outils d'aide à la décision en vue de l'invention d'un monde meilleur pour les générations présentes et futures. Je persiste à penser que de notre capacité à penser le futur dépendra notre survie collective. C'est pourquoi nous multiplierons au Conseil économique, social et environnemental des occasions d'échange sur des questions
dont l'impact sur nos vies et nos sociétés est d'horloge, telles que l'éducation, l'énergie, la 4e révolution industrielle, la démocratie, la gouvernance mondiale, le développement et les questions environnementales, l'alimentation, la médecine préventive, le génie génétique, l'épigénétique, la biologie de synthèse, l'intelligence artificielle et j'en passe. C'est pourquoi l'un des temps forts de la présente session sera la grande conférence qui se tiendra ici, à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le vendredi 6 septembre 2024 à 14 h sur l'intelligence artificielle et qui sera présentée par le professeur Amin Mounir Alaoui, un des grands spécialistes du sujet. L'intelligence artificielle est un procédé très ancien d'imitation de l'intelligence humaine. L'IA repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des machines de penser et d'agir comme des êtres humains. Elle intervient désormais dans quasiment tous les domaines, tels que la médecine, le transport, l'éducation, l'organisation du travail, etc. Cette nouvelle révolution apparaît comme une révolution civilisationnelle, car dans quelques années, d'ici 2033, selon Elon Musk, l'homme deviendra la 2e espèce la plus intelligente sur la Terre après l'intelligence artificielle. 2033, mes chers compatriotes, c'est dans quelques jours. Toutes ces réflexions donnent l'occasion de comprendre les vrais enjeux de notre monde et nous prédisposent à créer les conditions d'une meilleure définition du type de société dans laquelle nous souhaitons vivre. Ces débats et réflexions doivent contribuer à faire changer notre manière de faire la politique dans notre pays. Car faire de la politique, c'est être capable de faire autour de ces multiples et complexes sujets des compromis et choix responsables, susceptibles d'impacter positivement notre avenir commun en place et lieu de nos résonances contradictoires qualifiées abusivement de politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers économiques et sociaux, s'agissant du déroulement de la présente session, outre les projets de loi à nous transmis par l'Assemblée nationale et le gouvernement, les débats préliminaires s'articuleront autour des questions socio-économiques, culturelles et environnementales en vue de mieux outiller les conseillers à formuler des recommandations à l'attention du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Dans cette perspective, 13 thèmes, dont 4 tables rondes, seront examinés et organisés sous réserve de la confirmation des conférenciers, modérateurs et panélistes, à savoir thème 1, le réchauffement de la coopération entre la France et la République centrafricaine. Son Excellence Madame Sylvie Baïko, témoin, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Centrafricains de l'étranger. Thème 2. Restitution de l'atelier sur l'économie sociale et solidaire. Conférencier. Docteur Moyen Jean Méthode. Conseiller. Modérateur, M. Jonas Gezewan Piki, directeur du cabinet au Conseil économique et social. Table ronde numéro 1. La problématique des infrastructures de transport routier, fluvial et aérien en République centrafricaine. État des lieux et perspectives. Panélistes, M. Gontran Jono Abba, ministre des Transports et de l'Aviation civile. M. Éric Récossé Camo, ministre des Travaux publics. Modérateur, M. Maxime Balarou, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.
Thème 3. Souveraineté et développement. Conférencier, M. Aristide Briand-Lesbois, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Modérateur, le professeur Guillama Massogo Clément Anissé, ancien ministre. Table ronde numéro 2. Les projets PAPEUR et PAPAM. Bilan et perspective. Panéliste, Mme Jacqueline Madozin, coordonnatrice du projet PAPEUR. M. Yvon Bouba, coordonnateur du projet PAPAM. Modérateur, professeur Richard Filakota, ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Thème 4. Les perspectives de la mise en œuvre de la décentralisation et de la régionalisation. Conférencier, M. Georges Petroconi Zézé, haut commissaire chargé de la décentralisation. Modérateur, M. Bruno Yapandé, ministre de l'administration du territoire et du développement local. Invité, M. Corneille Wanizolo, expert national en matière de décentralisation et du développement local. Thème 5. Rapport de conjoncture économique de la RCA à fin décembre 2023 et perspectives à court terme. Conférencier, M. Ali Chaïbou, directeur national de la BEAC, modérateur, président du Conseil économique, social et environnemental. Thème 6. L'autonomisation de la femme centrafricaine. Défis et perspectives. Conférencier, M. Théodore Koinam, directeur général de la promotion du genre, modérateur, Mme Marthe Kirima, ministre de la promotion du genre, de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant. Table ronde numéro 3. Protection de l'environnement en République centrafricaine. Défis et perspectives. Panéliste, M. Thierry Kamache, ministre de l'Environnement. M. Émile Raymond Ronakombo, président de la délégation spéciale de la ville de Bangui. Modérateur, M. Gervais Bata, ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. Thème numéro 7. Les nouvelles ambitions gouvernementales de réforme du système éducatif centrafricain. Conférencier, M. Simplice Aurélien Zingas, ministre d'État en charge de l'éducation nationale. Modérateur, honorable Timoléon Baïtoa, député, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Table ronde numéro 4. Perspective de financement du développement dans la zone CEMAC. Opportunités pour la République centrafricaine. Panéliste, M. Mamadi Souaré, représentant résident de l'ABAD. M. Jacques Ouachil Mouvala, représentant de la B2AC en République centrafricaine. Modérateur, M. Hervé Ndoba, ministre des Finances et du Budget. Thème 8. Stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. Conférencier, M. Dieudonné Ouefio, expert international, et M. Siler Kenefio, point focal national. Modérateur, Maître Patrick Thierry Akoloza, ministre du Commerce et de l'Industrie. Thème 9. L'intelligence artificielle. Avantages et inconvénients. Conférencier, professeur Amin Mounir Alaoui, membre du Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc. Modérateur, le président du Conseil économique, social et environnemental de Centrafrique. Toutes ces présentations, suivies de débats, assorties de recommandations, seront consignées dans le rapport des travaux de la présente session. Mesdames et messieurs, chers collègues conseillers, je ne saurais terminer mes propos sans vous rappeler votre habituelle assiduité et le sens élevé de responsabilité qui vous ont toujours animé lors de nos assises. Je renouvelle ma gratitude à toutes les personnalités ici présentes qui ont répondu à notre invitation. Sur ce, je déclare ouvert
les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 du Conseil économique, social et environnemental de la République centrafricaine. Que Dieu bénisse notre pays. La séance est suspendue.